Bonjour et bienvenue à notre podcast Voir les choses différemment avec Humanware. Je me nomme Jérôme Plante et je suis une personne aveugle. Moi, je vous dis bonjour également. Mon nom est Mathieu Paquette et moi, je suis une personne voyante. Ensemble, Jérôme et moi, on va explorer le merveilleux monde de l'accessibilité avec nos invités. Restez à l'écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à Voir les choses différemment avec Humanware. Mon nom est Mathieu Paquette et j'ai avec moi mon collègue Jérôme. Bonjour, je m'appelle Jérôme Plante, bienvenue au podcast. Il nous fait plaisir d'accueillir aujourd'hui Dominique Labbé, un de nos collègues qui travaille en recherche et développement avec nous chez Humanware depuis de nombreuses années maintenant. Bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Bien content d'être sur le podcast que j'écoute chaque publication avec intérêt. Bon, ben comme Jérôme mentionnait, Dominique, ça fait quelques années que tu es chez Humanware. Ça remonte à quand ton début chez Humanware? J'ai commencé en décembre 97, ce qui va faire vieillir certains d'entre nous. Donc, je suis là, c'est ma 27e année et toujours aussi agréable et aussi plaisant là, de travailler pour rendre les produits accessibles à notre clientèle. Bon, décembre 97, c'est quelques mois avant que moi j'entre sur le marché du travail. Ça peut ne pas te faire rajeunir encore un peu plus. Mais Dominique, écoute, est-ce que tu veux nous parler un petit peu sur quel produit est-ce que tu travailles chez Humanware? Oui, à ce moment-ci, je suis Scrum Master et leader technique sur deux gammes de produits. La gamme de produits Victor Reader, le Stream, ainsi que sur les produits Braille portatifs de type Brilliant, donc BI20, BI40, Mantis, Caméléon. Donc, c'est les deux gammes de produits là, qui partagent une plateforme commune. Bon, puis historiquement, sur quel autre produit, là, pour les gens qui nous écoutent, qui auraient connu les produits un peu plus anciens de Humanware, quel produit que tu as connu, que t'as connu à l'époque? Mes premiers projets ont été sur Victor, donc j'ai connu le premier Victor là, qui était le Victor Reader Pro. On a eu le classique, on a eu le Stream, on a eu le Wave, le Vibe, donc une série de produits. Par la suite, j'ai été impliqué sur les Braille Note Touch et ainsi sur les produits Braille que je mentionnais tout à l'heure, donc B20, BI40 et Mentis. Mais j'ai participé à l'ensemble des Victor là, sur les 27 dernières années. C'est un produit que j'apprécie particulièrement. Comment est-ce que tu es arrivé à travailler dans le domaine de la déficience visuelle? C'est quoi qui t'a amené vers Humanware? Un peu de hasard, on était à une autre époque. À l'époque, on appliquait sur des postes en envoyant des CV par la poste. On voyait des offres d'emploi dans des journaux qui étaient imprimés. Bon, j'étais à la recherche d'un emploi. L'entreprise où j'étais avait fermé. Et j'avais beaucoup d'intérêt pour la lecture. J'ai toujours un intérêt pour les causes sociales. Puis Humanware, à l'époque visuelle, s'est présenté. Et bon, je me souviens d'avoir envoyé mon CV, rencontré les gens d'entrevue et j'ai été choisi. J'ai été rapidement charmé là, par la mission de l'entreprise, l'importance là, qu'on veut mettre à nos projets, à nos produits, là, puis rendre un peu mieux la vie des gens au quotidien. Oui, ben à l'époque, c'était la fin des cassettes, là, c'était la transition vers le CD, là. C'est probablement ça qui vous occupait beaucoup au départ, là, toi puis les collègues, là, pour Ben, tu- inventer le premier Victor. Tout à fait. Donc, à l'époque, il y avait cette transition-là qui se préparait. Il y avait le consortium DAISY, qui est un groupement de bibliothèques un peu partout dans le monde, mais à l'époque, principalement en Europe, qui s'était formé. Et bon, il nous avait approché, avant que j'arrive, il avait approché l'entreprise là, parce qu'on était dans le domaine de l'accessibilité pour produire des appareils portatifs. On était sur CD-ROM à l'époque. Et c'était la première génération, effectivement, remplacer les cassettes. Et on a fait ce passage-là avec le premier produit, le Pro, par la suite le Victor Reader classique qui était très populaire, notamment en Europe, mais aussi au Canada, dans certains pays. Et c'était vraiment cette transition-là. On a vu le passage, évidemment, à la cassette. Bon, pour ceux qui connaissent un peu moins, les limitations de la cassette, difficile de se déplacer, difficile de faire un rejoindre page, par exemple, dans une cassette. Ça implique de faire un avance rapide. Donc, on a apporté cette notion-là de navigation, de pouvoir se déplacer dans un livre sur CD-ROM. Mais l'histoire s'est poursuivie, puis maintenant, bien évidemment, on peut télécharger des livres rapidement, obtenir du contenu en quelques instants. Et toutes ces étapes-là, évidemment, je pense, rendre le plaisir de la lecture, notamment dans des contextes scolaires, techniques, où on doit beaucoup naviguer dans un livre, beaucoup plus agréable que sur cassette, Jérôme, que tu as probablement Oui. connu.
Oui, oui, j'ai eu le temps de connaître ça. On avait des magnétophones vieillis à l'époque avec des cassettes 4 pistes, là, puis des livres avec plusieurs cassettes en général pour tout le contenu, surtout pour du matériel scolaire, là, ou certains romans. Fait que oui, c'était beaucoup de gestion et plus difficile pour la navigation, effectivement. Et la qualité était moins bonne aussi, là. Le DAISY a permis de numériser, d'améliorer de beaucoup la qualité des livres, là. Ben, tout à fait. Puis Ça aussi, il faut le souligner. oui, tout à fait. Évidemment, la qualité se préserve un peu mieux en numérique, alors que, bon, les cassettes, la source n'était pas toujours exceptionnelle, mais à force de circuler, les cassettes, évidemment, devenaient un peu moins, un point bon. On parle aussi, évidemment, de problèmes mécaniques des cassettes, dont le ruban, par exemple, pouvait rester pris, des choses comme ça. Je pense qu'on c'est un passage qui s'est fait dans la plupart des industries, là, que ce soit au niveau des vidéos, que ce soit au niveau de l'audio grand public. Je pense que personne. Certains ont regretté les vinyles, les ont rapportés. Je ne pense pas que je vais voir le retour des cassettes, mais sait-on jamais. Ben effectivement, puis là on est en train de vivre aussi une autre transition. Donc au Canada anglais, là, nos amis chez CELA, au moment d'enregistrer ce podcast-ci, sont sur le point, au moment où ça va être diffusé, ça va déjà être fait, mais les CD ne s'enverront plus. On s'en va vers quoi en termes de diffusion dans le futur? Clairement vers le téléchargement en ligne. Donc, l'objectif, évidemment, c'est d'avoir un accès immédiat à du contenu. Donc, prenons un exemple, si j'habite en région, je commande un livre, système postal avec les CD va prendre quelques jours. Si on le met à l'échelle du Canada, tu sais, ça peut facilement être une semaine si on habite dans les territoires, à Terre-Neuve, dans les endroits qui seraient éloignés d'un centre de distribution. Avec la distribution en ligne, avec la disponibilité maintenant d'Internet, les gens peuvent obtenir leur contenu pratiquement immédiatement. Donc, c'est vraiment cette amélioration-là de dire, ben, j'obtiens un livre aussi rapidement. C'est un peu la même chose, évidemment, pour la lecture grand public. Les gens qui achètent des livres électroniques l'obtiennent directement plutôt que devoir aller au magasin. Un petit peu de nostalgie à pas avoir d'éléments physiques, mais je pense qu'au final, les gens vont apprécier d'avoir le contenu téléchargé. On espère juste évidemment que ça ne laissera pas des personnes peut-être plus limitées technologiquement un peu en plan. Évidemment, les changements technologiques, c'est toujours la crainte. Est-ce qu'on va être capable de faire une bonne transition avec l'ensemble de la clientèle ou si le téléchargement qui est un petit peu plus complexe que les CD, est-ce que malheureusement des gens vont avoir des difficultés? On ne le souhaite pas, on doit bien accompagner ces gens-là dans la transition. Absolument. Puis c'est quelque chose qu'on regarde au quotidien. Je suis gestionnaire de produits chez Humanware. Je travaille de très près avec Dominique. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on évalue à chaque jour. On regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la vie plus simple à nos utilisateurs, pour que l'utilisation de nos appareils soit le plus simple possible, pour que autant la personne qui est un peu plus technophile, qui est un petit peu plus à l'aise avec la technologie, puisse s'en servir, mais qu'également des gens qui sont un peu plus technophobes puissent aussi facilement s'en servir. On se rappelle, on parlait de l'époque des cassettes, c'était quand même simple à utiliser une cassette, hein. On appuie sur play, on appuie sur stop, c'est assez simple d'utilisation, alors on essaie le plus possible de reproduire cette expérience-là, tout en offrant aux utilisateurs plus avancés des possibilités d'utiliser des fonctions comme d'aller à certaines pages directement, de sauter les chapitres, etc. Tout à fait. C'est toujours un défi pour l'équipe, hein. Je mentionne toujours à mon équipe, il faut être capable de supporter les usagers les plus technologiques, leur offrir de la navigation plus complexes s'ils en ont besoin, sans nuire aux personnes peut-être plus limitées. Euh, un collègue anglophone m'avait dit quelque chose. Il faut faire attention pour pas que les gens abandonnent. Les gens doivent continuer à lire, doivent continuer. Pour moi, la lecture, je suis un grand lecteur à titre personnel. Perdre la possibilité de lire, je serais très malheureux. Et j'ai un peu cette tristesse-là si on devait laisser des gens en plan. Donc, c'est important pour moi avec l'équipe de s'assurer que les gens puissent faire cette transition-là, quand on le fait de la cassette au CD, c'était la même préoccupation. Quand on le fait au niveau de la fonctionnalité en ligne, on ne doit pas laisser des gens en plan. Malheureusement, si les gens ne peuvent plus lire, c'est peut-être pour les gens d'un certain âge, peut-être le dernier loisir qu'ils peuvent avoir. Bref, ça serait très triste. Donc, c'est toujours le défi et je le mentionne souvent aux plus jeunes dans l'équipe. Rappelez-vous qu'il faut couvrir tout le monde. Il faut offrir à des jeunes professionnels comme Jérôme toutes les fonctionnalités qu'il a besoin, sans nuire à une personne plus âgée qui veut simplement avoir du plaisir en lisant et pas nécessairement avoir une expérience trop complexe.
Ouais, absolument. Tout à fait. Sans oublier que c'est un deuil que beaucoup de gens pensent qu'ils vont devoir faire s'ils perdent la vue plus tard dans leur vie et de pouvoir continuer à lire. Donc, ça leur prend des appareils simples pour leur montrer que cette possibilité-là existe toujours, là. Donc, effectivement, ça fait partie de notre travail. Ouais. Dominique, tu mentionnes l'équipe, donc évidemment, tu n'es pas le seul à travailler sur les produits Victor. Donc, tu dois avoir une équipe de 20-30 personnes, c'est ça? On a une équipe que juste toujours une petite équipe très motivée, très dédiée à travailler sur les produits. Je pense que l'ensemble de l'équipe vise à faire des choses, mais bon, on est dépendant si on inclut l'équipe matérielle, l'équipe hardware, là, entre 6 et 10 personnes là, qui travaillent sur ce genre de produit-là. Et tout le monde est motivé par cet objectif-là de rendre la lecture accessible et dans le cas du braille, de rendre le braille accessible. C'est important pour nous. On veut bien sûr que les gens, là, comme je dis, n'abandonnent pas, continuent à lire, puis c'est notre motivation de tous les jours. Mhm. Toi, tu as participé à l'évolution de oui, du standard DAISY. Est-ce que tu peux, succinctement, sans trop entrer dans la technique, nous expliquer un petit peu comment, oui, je m'en allais dire comment ça fonctionne la DAISY, mais Mhm. qu'est-ce qui fait qu'avec nos appareils, on est capable de naviguer dans un livre, là? Le fait que c'est plusieurs formats de fichiers, dans le fond, que c'est plusieurs éléments qu'on met ensemble, c'est un peu ça. Tout à fait. Si on prend les livres commerciaux grand public audio qu'il y a eu à une certaine époque, souvent c'était l'équivalent d'un CD de musique. Donc tout ce qu'on avait, c'était des pistes de navigation, un peu comme des chansons. Donc c'était très limité. On pouvait avoir par exemple des chapitres, mais on ne pouvait pas avoir de pages, on ne pouvait pas avoir de choses. Le standard DAISY a été fait pour permettre l'enregistrement de l'audio et ce que j'appelle l'indexation. Donc de pouvoir indexer les parties du livre, chapitres, pages, dans certains cas des tableaux, des éléments qui constituent le livre. Donc, dans un livre d'Easy, fondamentalement, on retrouve un ou des fichiers audio et on retrouve des fichiers de structure qui vont permettre d'accéder à des endroits précis dans ce livre-là. Rejoindre la page 22, aller au prochain chapitre, placer un signet, le retrouver quelques jours plus tard pour un élément important pour un examen à l'école, par exemple. Donc, c'est ces fichiers de structure-là qui rendent l'expérience beaucoup plus agréable que la cassette qui, fondamentalement, était simplement un flot d'audio sans aucune structure. Donc, la magie de Daisy vient vraiment dans cette notion d'indexer le contenu, de le séparer, d'avoir des pointeurs, des liens vers les endroits précis du contenu. Excellent. Est-ce que cette norme-là continue d'évoluer? J'imagine que oui. Tout à fait. Donc, je passerai rapidement par-dessus le DAISY 1 qui avait été la première chose. DAISY 2 était le premier standard euh, qui a connu un grand succès au niveau de l'accessibilité. La plupart des bibliothèques européennes, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada l'ont utilisé. Par la suite, les Américains s'y sont intéressés. On a créé ce qui était appelé le standard NISO, que d'autres vont appeler DAISY 3. Ces deux standards-là étaient, et ils sont encore utilisés, mais étaient des standards spécialisés pour le domaine de l'accessibilité, un peu comme des fichiers braille sont spécialisés. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est la tendance d'aller vers des formats grand public, le EPUB et le format qui nous vient le plus en tête. Avec les formats accessibles, évidemment, les bibliothèques devaient faire le travail, bien souvent à partir d'un livre papier, de faire l'enregistrement, l'indexation. Avec le format EPUB qui prend de plus en plus son envol dans les différents pays, c'est cette possibilité-là de recevoir le contenu directement d'un éditeur, de quelqu'un qui fait du contenu et de le rendre accessible par la suite. Donc, il y a cette transition-là vers des standards, des façons de faire les livres qui vont se rapprocher du grand public. L'objectif étant bien sûr de produire plus de livres rapidement et donc d'offrir plus de contenu, évidemment. Lorsqu'on fait des livres spécialisés, ben, il y a un budget, on a un nombre de studios, on a un nombre de bénévoles ou de techniciens qui sont disponibles. Donc, et Jérôme connaît ça un peu plus que moi, l'accès à la bibliothèque, mais malheureusement, certains livres qui sont peut-être moins populaires ne sont pas disponibles en format accessible, mais ils le sont en format imprimé ou ils le sont en format électronique pour le grand public. Donc, c'est cette transition-là qui commence à se faire vers des formats grand public qui devraient, on l'espère, permettre une plus grande accessibilité, une plus grande quantité de contenu.
Excellent. Au niveau de l'accessibilité des livres, justement, tu as mentionné EPUB. Donc, on sait que depuis quelques années, il y a la norme EPUB 3. Par contre, je sais là, pertinemment, dans le cadre de mon travail, que ça vient avec certains challenges au niveau de l'implémentation. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux parler un peu? Ben, tout à fait. Donc, pour moi, il y a deux défis. Évidemment, l'aspect qui est pub est particulièrement bien détaillé. Donc, il y a beaucoup de travail au niveau de l'implémentation. Mais je pense que le plus grand défi, et ça va toujours rester, c'est l'encryption, la protection, ce qu'on appelle en anglais le DRM. Donc, lorsqu'on a un livre, qu'il soit en EPUB 3 ou dans un autre format, s'il est protégé par une clé d'encryption qui n'est pas disponible à des manufacturiers comme nous, ça peut être difficile. Je pense que le gros défi dans plusieurs pays aujourd'hui, c'est cette notion de qui peut avoir accès au contenu. Est-ce que l'éditeur A qui fait affaire avec une compagnie plus générique que nous, est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ce contenu? Est-ce qu'on va pouvoir accès à la clé DRM, pouvoir rendre ce livre-là accessible pour les personnes handicapées visuelles? Il y a beaucoup de défis de ce côté-là, plusieurs formats de DRM, des choses qui sont incompatibles entre eux. L'Europe a commencé des activités de standardisation au niveau DRM, mais pour moi, ça a toujours été le plus grand défi, c'est de dire, est-ce qu'en protégeant les livres, on empêche les gens qui en ont besoin, comme notre clientèle non-voyante, d'accéder au contenu? Ben justement, parlant de l'Europe, ce podcast étant évidemment en français, on est tous les trois basés au Québec, mais on espère que des écouteurs d'outre-mer sont avec nous. C'est quoi les différences que tu vois au niveau de l'Amérique du Nord versus l'Europe, avec t'as quand même près de 27 ans d'expérience là dans le domaine. C'est quoi les petites différences que tu peux voir entre l'accessibilité en Amérique du Nord versus l'Europe? Je pense qu'il y a des différences entre les différents pays, même en Europe. Ça revient toujours à la même chose. Qui produit les livres? Quel est le financement? Est-ce que c'est une bibliothèque nationale dans certains pays? Au Québec, c'est la Bibliothèque nationale qui est impliquée avec d'autres partenaires. Dans certains pays, c'est des organismes de charité. Il y a vraiment ce fonctionnement-là qui est très différent, dans certains cas très centralisé, dans certains cas très éclaté avec différentes organisations. Et évidemment, dans la production numérique, comme on peut échanger du contenu, notamment avec le traité de Marrakech, on espère évidemment que des liens vont se tisser entre les différentes bibliothèques qui partagent la même langue pour échanger du contenu. L'Europe a été très rapide, notamment l'Europe continentale, à aborder les formats DAISY. C'est un petit peu plus long aux États-Unis. Le Québec est quelque part entre les deux. Et l'autre différence qu'on peut voir encore là d'un pays à l'autre, c'est vraiment cette transition-là vers le téléchargement qui est très avancé. Certains pays, notamment en Scandinavie, ont du téléchargement depuis déjà plusieurs années. Certains pays plus au sud de l'Europe sont encore à essayer de définir leur voie, comment ils vont fonctionner. Je pense que c'est des défis il ne faut pas se le cacher, là, c'est des défis de financement, c'est des défis. Produire un livre numérique, ça coûte des sous, c'est un peu plus complexe techniquement qu'à l'époque où on avait un narrateur avec un enregistreur à ruban, puis on produisait le livre. Donc, s'assurer évidemment là, que le financement soit disponible, c'est toujours le défi, puis qu'on puisse produire le plus de contenu possible avec ce budget-là. Comment t'entrevois l'avenir là, du travail qu'on fait? Parce que tu parles de la question de garder des EPUB protégés sans que ça nuise à l'accessibilité. Mais comment t'entrevois les prochaines fonctionnalités qu'on pourrait faire pour peut-être améliorer la vie de notre clientèle là, pour accéder à des livres? Pour moi, je pense qu'il y a deux axes. La première, évidemment, le premier axe, c'est d'ajouter les pays au fur et à mesure où ils vont avoir une solution de distribution en ligne. Pour moi, c'est essentiel de les supporter. On le fait de façon régulièrement. Et la deuxième chose, c'est trouver des solutions avec les partenaires en espérant. Le mot standardisation est peut-être un peu exagéré, mais je le dis souvent, là, si je dois implémenter 22 types de DRM avec la taille de l'équipe, malheureusement, on va devoir faire des choix, puis les plus petits pays vont peut-être être moins privilégiés que les plus gros. On est une entreprise commerciale, on doit établir les cas d'affaires. Donc, pour moi, il y a un effort de standardisation. Je pense que la communauté, l'Union européenne, a fait des travaux de ce côté-là et ça regarde très bien. Mais c'est le risque évidemment de se retrouver avec plusieurs façons de télécharger les livres protégés par différents
type d'encryption de DRM et ça devient difficile pour des entreprises comme nous de suivre. Donc, c'est vraiment cette tendance-là. Et on espère, avec l'intégration avec du EPUB 3, que ça va rendre l'accès. Dans un monde idéal, lorsqu'un éditeur produit un livre, ben, il est disponible autant pour le public voyant que pour le public non-voyant, donc notre clientèle, et qu'il n'y a pas cette notion-là de ben, on a accès à 20% des livres seulement ou 30%, peu importe le pourcentage, mais qu'un livre soit disponible pour tout le monde et qu'il soit j'avais l'expression anglaise en tête, mais si je la traduis littéralement, qu'il soit accessible à la naissance. C'est-à-dire, plus les éditeurs vont produire des livres qui sont déjà accessibles, notamment avec l'EPUB 3, plus le travail des bibliothèques va être facile et va leur permettre de faire plus de contenu, de rendre plus de contenu disponible à nos usagers, aux usagers de ces bibliothèques-là. On arrive au moment du segment de la petite victoire. Alors, Jérôme, est-ce que tu es prêt à partager avec nous un moment dans ta journée au quotidien, dans les temps récents, là, peut-être cet été, où t'as eu une petite victoire? Ben, avec notre Stellar Trek, on peut détecter des feux de circulation. Puis ça, ben, il y a toujours des moments où, par exemple, quand ici, c'est pas rare à Longueuil, ici, qu'on a des feux de circulation, même s'ils sont supposés d'être adaptés, que ça ne fonctionne pas correctement. Et puis, entre autres, ça nous est arrivé en sortant de la job récemment et que ben on est parti, on est en train de traverser, on se rend compte qu'on va avoir de la difficulté à finir la traversée, mais comme on peut détecter les faits de circulation, ben le Stellar nous permet de sauver la mise à un moment où ben sans ça, ça aurait pu être un petit peu plus risqué. Fait que ça a été c'est ce genre de moment qu'on se dit qu'on crée des appareils qui peuvent vraiment aider des gens à être plus autonomes. Oui, absolument. Le Stellar Trek qui permet, avec une nouvelle fonctionnalité qui a été lancée cette année, de détecter les feux de circulation puis les passages piétons. Vraiment une fonctionnalité, bien qu'encore en bêta, fonctionne très bien. Et puis aide les gens à traverser, à gagner surtout en autonomie. On a une petite victoire de Jérôme. Maintenant, je vais demander à Dominique une grosse victoire. Donc, Dominique, au fil des années que tu as été dans le domaine de l'accessibilité, c'est quoi un moment qui a eu un impact, que tu t'es rendu compte de l'impact que ton travail a sur la communauté? Je pense qu'on a eu beaucoup de belles victoires, de belles réussites, mais j'ai toujours une affection particulière pour le premier stream qu'on avait lancé. C'était le premier appareil vraiment portatif. Évidemment, on n'avait pas de CD-ROM, donc on pouvait réduire l'appareil. Un usager m'avait dit, c'est le bon produit au bon moment. On a eu cette notion-là. Il y a des moments d'opportunité dans la vie où on arrive au bon moment, au bon endroit, c'était cet exemple-là. Et je me souviens, quelques mois après le lancement, j'avais reçu un courriel d'une usager. Souvent, les usagers nous écrivent, il faut rapporter des problèmes, mais bien souvent maintenant, on reçoit des courriels positifs où les gens, et je me souviens, la dame m'avait dit, j'ai retrouvé le goût de la lecture, et c'est le sens de mon engagement. C'est pour moi, quelqu'un qui me dit, j'ai retrouvé le goût de la lecture, comme développeur logiciel, comme équipe qui produit un appareil, j'ai senti ce jour-là qu'on avait atteint ce qu'on voulait faire, redonner le goût de la lecture à quelqu'un. Ça a fait ma journée, ça a fait ma semaine. Oui, absolument. Puis tu sais, le Victor Reader Stream, le premier, à chaque fois que je vais à une conférence, particulièrement aux États-Unis, là, que ce soit ATIA, CSUN ou quelque chose comme ça, il y a tout le temps quelqu'un qui vient au kiosque et qui me sort un Victor Reader Stream, un de ses poches, qui Ah fonctionne oui, encore. C'est un appareil ah qui est... oui. Puis c'est d'une certaine façon, t'es un peu le papa du Victor Reader Stream, donc un gros merci de la part de toute la communauté. Ouais, ben écoute, on avait une belle équipe aussi. Je travaillais à l'époque avec Jerry Chevalier, notre gestionnaire de produits à l'époque. Euh, mais il y a une magie dans la vie qui se produit des fois. Les astres sont alignés. On peut faire un bon produit s'il n'est pas au bon moment. On avait un bon budget de marketing à l'époque. On avait rejoint les gens. J'ai une émotion à reparler de cette époque-là. Je me souviens, c'était un peu comme le lancement du iPhone pour la population en général. C'était vraiment un moment qui, il y avait une effervescence dans le domaine, on était au bon moment et ça a été magique. Et comme je dis, j'en ai des souvenirs exceptionnels. Excellent. Ouais. Ouais, ben oui, ben moi j'étais aux études, évidemment, puis je veux dire, par rapport à la gamme Victor Reader, moi j'ai deux moments ben pas juste pour moi, mais pour beaucoup d'autres de ma génération qui ont vraiment changé notre vie. Le jour où on est passé du magnétophone GE au premier Victor lecteur CD,
Ça a vraiment changé notre vie tout à coup. Et puis quelques années plus tard, de passer au premier stream qui était vraiment tout petit, puis pouvoir mettre des cartes SD là-dedans, d'avoir un gros paquet de livres dans un tout petit appareil comme ça pour les études, puis même de pouvoir prendre des notes vocales même, ça a changé beaucoup de choses, là. J'aime la comparaison avec l'iPhone parce que c'est vrai que c'est un petit peu le même impact que ça a eu à, évidemment, à plus petite échelle, mais un impact qui est pas, non moins important. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir participé à cette entrevue. Ça a été vraiment un plaisir de parler sur notre podcast. Ben, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de communiquer avec nos usagers qui, évidemment, c'est la base de notre travail. Donc, je les salue, tous ceux qui nous écoutent. Continuez à utiliser nos produits. C'est un plaisir pour nous. C'est notre motivation de vous rendre la lecture plus agréable. Un grand merci, Dominique. Pour la suite de ce podcast, c'est Alexandre qui est heureux d'être avec vous pour vous présenter notre astuce du mois, fidèle à notre habitude. Ce mois-ci, sachant que nous parlons de livres parlés, nous souhaitons vous présenter la possibilité d'ajouter le service EOL, qui est une librairie française, ça s'écrit E-O-L-E, directement sur vos appareils Humanware. Nous allons débuter avec l'ajout d'EOL sur le Victor Reader Stream 3. Pour ce faire, une fois l'appareil démarré et connecté au Wi-Fi, ce qui est mon cas, je vais appuyer 2 fois sur le 7 afin d'accéder au menu. Menu. Liste d'écoute de Humanware. Voilà, Français, je vais Canada. appuyer sur le 7 encore une fois. Paramètres généraux. J'ai ouvert mon menu global. Je suis dans Paramètres généraux. Je vais appuyer sur le 6 jusqu'à repérer Services en ligne. On peut également y aller avec le 4 au besoin. Déplacement et lecture. Sans fil. Enregistrement. À propos. Service en ligne. Voilà, j'appuie sur Confirmer, le dièse à la droite du 0, Mise à jour logiciel. et on va appuyer sur le 6 jusqu'à Bibliothèque. Mode de notification. Bibliothèque en ligne. Bibliothèque en ligne, le voici. J'appuie sur Confirmer. Bookshare. J'appuie maintenant sur le 6 jusqu'à repérer EOL, Daisy en ligne. EOL. et j'appuie maintenant sur la touche Confirmer. Ajouter un compte. J'ai l'option pour ajouter un compte. Je vais donc appuyer sur Confirmer pour lancer l'ajout d'un compte. Entrer le nom d'utilisateur. Nous sommes maintenant prêts à entrer nos informations de connexion. Avec EOL, il y a 2 façons de s'identifier sur le site web d'EOL, soit l'adresse courriel ou le numéro d'abonné. Dans le cas du Victor Reader Stream et de tous les produits Humanware, vous allez devoir récupérer votre numéro d'abonné afin de pouvoir vous identifier. Si vous ne le connaissez pas, vous allez devoir vous rendre sur le site web d'EOL à l'adresse eole.asso.fr. Finalement, ouvrez une session et rendez-vous dans la section Mon compte où vous pourrez récupérer l'information. Le numéro d'abonné étant un code numérique, je vais appuyer sur la touche Signer à 2 reprises. Donc, elle est située en haut à droite. Mage. Numérique. Numérique. Et maintenant, je vais saisir mon numéro d'abonné. Sachant que l'information est confidentielle, je vous reviens dans un instant. J'ai maintenant terminé de saisir l'information, donc je vais appuyer sur la touche Confirmer. Confirmer. Entrer le mot de passe. Je suis maintenant prêt à saisir mon mot de passe. Mon clavier est de retour en mode texte. Si j'ai besoin de saisir des caractères minuscules, majuscules ou numériques, on peut toujours, pour rappel, utiliser la touche Signer, située en haut à droite. Mage. Numérique. Minuscule. Voilà. Je vais saisir mon mot de passe et je suis de retour avec vous dans un instant. C'est terminé. J'appuie sur la touche Confirmer à droite du 0. Confirmer. Connexion réussie. Information sur le compte. Voilà, donc mes informations étaient les bonnes et nous sommes de retour dans le menu EOL. On va regarder les différentes options rapidement. Comme vous l'avez entendu, la première est Information sur le compte. Si j'appuie sur Confirmer, Prénom. Alexandre. Droit de prêt. Vous pouvez écouter jusqu'à 60 livres tous les 14 jours. Dès maintenant, vous pouvez en écouter 60. très bonne information à connaître, d'autant plus que EOL met des limites de téléchargement. Si j'appuie sur le 6, Autoriser de nouveau. autoriser de nouveau, ça va permettre de vous réidentifier à votre compte. Retirer le compte. Retirer le compte, donc ça permet de retirer le service et d'effacer tous les livres.
Informations sur le compte. Et nous sommes de retour aux informations sur le compte. Maintenant, pour commencer à télécharger des livres de Éole, on va devoir quitter le menu. J'appuie sur la touche Annuler. Ajouter d'autres livres. Annuler. Livre. Voilà, c'est bon. Je suis sorti du menu. Je vais m'assurer d'être dans le catalogue en ligne en appuyant sur la touche située au-dessus du 2. Catalogue local. Fichier texte. Catalogue en ligne. Voilà. Radio Internet. 2. Liste d'écoute. 1. Liste d'écoute de Humanware. France-Canada. Donc, j'étais déjà dans le catalogue en ligne. Donc, j'appuie 2 fois sur la touche avec l'icône de Wi-Fi. Je vais maintenant appuyer sur le 1 pour aller repérer Éole. TuneIn Radio. Référence. Éole. 0. Livre. Ajouter d'autres livres. Et nous y voici. Je peux donc maintenant appuyer sur la touche « Confirmer » si je souhaite démarrer le téléchargement de livres. Donc, on va pouvoir soit faire une recherche ou choisir parmi les catégories prédéfinies. Fil d'Éole. Fil d'Éole, ceci regroupe en fait des suggestions par genre ou par thème si j'appuie sur « Confirmer ». Liste des présélections sur une thématique. Donc, les thématiques, si j'appuie sur le 6. Liste des présélections sur un genre. Voilà. Donc, ce sont des livres présélectionnés par Éole. Je vais appuyer sur Annuler, la touche à gauche du 0. Fil d'Éole. Et si j'appuie sur le 6, Rechercher. Rechercher, j'y reviens dans un instant. Si j'appuie sur le 6 encore une fois, Historique de téléchargement. c'est mon historique de téléchargement. Donc, j'ai la possibilité aussi de revoir qu'est-ce que j'ai téléchargé dans le passé. On va aller sur l'option Recherche. Je vais appuyer sur le 4 Rechercher. et je vais confirmer. Mes genres. Donc, mes genres, en fait, c'est principalement similaire à la section fil d'Éole. C'est un petit peu dupliqué dans cette section-là. Tous les genres. Tous les genres, donc ça permet de naviguer par genre. Donc, par exemple, si on cherche une fiction, un documentaire, etc. Thème. Thème, même chose que dans fil d'Éole, ça se croise ici. Titre. Titre, ça permet de rechercher par titre. Auteur. Auteur, rechercher par auteur. Rechercher dans le texte. Rechercher dans le texte d'un livre. Donc, si le livre est en plein texte ou dans la description, ça va permettre de trouver de l'information. Mes genres. Et on est revenu au premier item, soit mes genres. On va faire une recherche par titre. Donc, je vais appuyer sur le 6. Tous les genres. Thème. Titre. Je vais appuyer sur confirmer. Entrer le texte à rechercher. Donc, si par exemple, je veux trouver un livre qui contient le mot chat dans son titre, je vais écrire C-H-A-T. T. Voilà. Chat. C-H-A-T. Je vais confirmer. Confirmer. 261. Résultat trouvé. 1. Abandonner un chat. Souvenir de mon père. Voilà. Je peux appuyer sur le 6 pour aller voir plus de résultats. 2. Allumer le chat. 3. Appelez-moi maître chat. 4. Appelons un chat. Mauvais usage des mots, ça suffit. Si je souhaite obtenir une description du livre, je peux appuyer sur le 5. Sujet, langage, auteur, Nord, Françoise, description, un dictionnaire des nouvelles significations de mots ou de leur mauvais usage, comme collaborateur, marginal ou ruralité. Bon, j'ai coupé la description, mais on l'aurait au complet si désiré. Je vais appuyer sur confirmer afin de télécharger le livre en question. Ajouter à la file de téléchargement. 4. Appelons un chat. Voilà. Mauvais usage des mots, ça suffit. Donc, si je souhaite en savoir davantage sur la progression du téléchargement, on peut tenir enfoncé la touche confirmer. Alimentation sur pile. 94%. Information sur le téléchargement. Éole, appelons un chat. Mauvais usage des mots, ça suffit. 26%. Parfait, je vous reviens lorsque le livre est téléchargé. Éole, téléchargement complété. Appelons un chat. Mauvais usage des mots, ça suffit. Maintenant que le livre est téléchargé, je peux appuyer sur le 1 pour revenir au catalogue. Éole, 1. Livre 1. Appelons un chat de Françoise Nord. Voici le livre. Je peux appuyer sur Écoute arrêt, situé en bas au milieu de l'appareil, pour démarrer l'écoute. Au début des années 1970, Parfait, donc je vais l'arrêter. Rappelez-vous que si vous avez besoin de gérer votre compte dans l'appareil, lorsque vous êtes dans le catalogue Éole, vous pouvez toujours appuyer sur le 7 pour appeler le menu local. Menu. Information sur le compte. Et nous sommes de retour à Informations sur le compte. Si vous êtes un utilisateur d'un afficheur Braille Brilliant B20X ou Brilliant B40X, vous avez également accès à Éole. Pour ce faire, à partir du menu principal, Terminal.
Vous pouvez appuyer sur la lettre S pour service en ligne, Service en ligne. appuyer sur la touche Retour Bookshare. et défiler le menu pour aller chercher EOL. NLS Bard. Daisy en ligne. EOL. Voilà. On peut appuyer sur la touche Retour, Enter, Chargement. Ajouter un compte. ajouter un compte. Je vais appuyer encore une fois sur la touche Entrée Entrer le nom d'utilisateur. et je vais pouvoir saisir mon numéro de compte. Entrer le mot de passe. J'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, je vais saisir mon mot de passe et Enter. Connexion réussie. Connexion réussie. Information sur le compte. Donc, on va observer que le menu est très, très similaire à ce qu'on a vu sur Victor Reader. Autoriser de nouveau. Retirer le compte. Fermer. Voilà, je vais cliquer sur Fermer. Fil d'EOL. Et Fermer. donc, si je ferme Service tout en ça, ligne. que je retourne en service EOL. en ligne, EOL, Fil d'EOL. donc j'ai accès au fil d'EOL, Rechercher. rechercher, Historique de téléchargement. historique de téléchargement Configurer le compte. et configurer le compte. Donc, Rechercher. si on va dans Rechercher, Mes genres. Tous les genres. Thème. Titre. les mêmes options s'appliquent. Donc, titre, Chargement. Entrer le texte à rechercher. je peux par exemple saisir ici Braille B. et faire Enter. Chargement. Voilà. 15. Résultat trouvé. Anna Bryan Shot. Elle a beaucoup pleuré. Et c'est sur le langue. Il n'y a que Braille qui maille. À vue de mots. Par exemple, si je prends Il n'y a que Braille qui m'aille à vue de mots, on peut appuyer sur la touche Entrée. Télécharger. Voilà, donc télécharger est ici. Si j'avance avec la touche de façade suivante, Titre. Il n'y a que Braille. Auteur. Massieu. Sophie. Description. Est Massieu. Aveugle. Livre à travers le personnage de Sarah qui lui ressemble. 300 définitions de thèmes qui sont en réalité. bon, parfait, je vais arrêter la parole ici. Donc, on a la description. Je vais aller chercher le bouton télécharger. Donc, je vais revenir. Auteur. Titre. Il n'y a télécharger. Chargement. Voilà. Ajouter à la file de téléchargement. C'est dans la file de téléchargement. Lorsque le téléchargement sera complété, l'appareil va m'avertir. EOL. Téléchargement complété. Il n'y a que Braille qui maille. À vue de mots. C'est maintenant terminé. Pour accéder à mon livre, je peux aller au menu principal. Terminal. J'appuie sur le bouton Accueil. Je vais appuyer sur V pour Victor Reader. Victor Reader. Enter. Liste de livres. Voilà. J'appuie encore sur la touche Retour sur Liste de livres. Il n'y a que Braille qui maille. Télécharger. On peut ouvrir le livre avec la touche Retour. Bibliothèque sonore romande, 1003, Lausanne. Parfait. Cet enregistrement n'est pas destiné à la commercialisation, mais reste strictement réservé aux handicapés. Toute reproduction interdite. Auteur Sophie Massieu. Il n'y a que Braille qui maille. Voilà, j'ai arrêté la lecture avec espace G. Nous avons maintenant accès au livre et nous pourrions l'écouter si désiré. À noter que même si vous accédez à la collection d'EOL en utilisant un afficheur braille, vous aurez accès, pour le moment, uniquement à la collection audio. Si vous êtes un utilisateur du Braille Note Touch Plus, vous pouvez avoir accès à EOL en utilisant l'application Easy Reader Plus. Si vous avez des questions sur les services d'EOL, sur les collections ou pour obtenir un compte, vous pouvez visiter leur site web au eole.avh pour Association Valentin AUI.asso.fr. Alors, on s'en va de l'autre côté de l'Atlantique pour aller rencontrer nos amis chez AVH. Manuel, ça va bien? Bonjour Mathieu, tout va bien. Merci de nous inviter. Bon, ben, on va commencer par la première question la plus évidente. Qu'est-ce que c'est que l'AVH? Alors l'AVH, c'est l'association Valentin UI. C'est aujourd'hui l'association de personnes aveugles et malvoyantes qui est la plus ancienne en France puisqu'elle a été créée en 1889. Et aujourd'hui, c'est une association qui travaille sur tout le territoire français et même au-delà, puisqu'on a aussi des représentations sur l'île de la Réunion. Et donc l'association, elle a pour objectif de développer, de maintenir et de redonner de l'autonomie aux personnes déficientes visuelles. Et donc à partir de là, on essaye de proposer des services autour de tout ça, de la formation pour aider les gens aussi à acquérir un métier
comme le métier de kinésithérapeute, par exemple. Et puis, on travaille également, on a des entités qui font travailler les personnes aveugles ou malvoyantes dans ce qu'on appelle des entreprises protégées. Et du coup, on essaye d'agir, voilà, globalement pour donner de l'autonomie, sachant que moi, je suis au siège et qu'au siège, on propose aussi des services. On a la plus grande médiathèque en France, une médiathèque très importante, qui aujourd'hui propose plus de 78 000 ouvrages aux personnes déficientes visuelles, mais pas que. Les personnes dyslexiques aussi peuvent venir emprunter des ouvrages. Et donc, on propose voilà, des livres gratuitement aux personnes déficientes visuelles qui ont le souhait de lire. Donc, vous offrez des livres en format physique et en format digital? Oui, on a différents types de formats. On a des livres au format numérique. Alors, ça peut être soit des livres audio en format DAISY. On a du braille papier, bien sûr, qu'on n'abandonne pas. Mhm. Et puis, on a également on propose également des livres en braille numérique. OK. C'est quoi pour vous l'importance du braille versus l'audio? On a parlé un petit peu là, qu'il existait des livres en audio. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait privilégier le braille? En fait, le braille, pour nous, c'est essentiel aujourd'hui pour une personne qui est aveugle. Pourquoi? Parce que le braille permet de lire avec les doigts et donc d'accéder en accédant à la lecture, du coup, on accède à l'orthographe, ce que ne permet pas l'audio. Et donc, on se bat pour que le braille persiste, subsiste, et on est très attaché à ça, ce qui ne nous empêche pas de travailler sur les nouvelles technologies, puisqu'on propose des ouvrages dans des formats de braille numérique pour que les gens puissent lire leurs livres sur des bloc-notes, par exemple, braille. Et donc, grâce à ces formats qu'on propose, c'est tout à fait possible. Oui, ça fait combien de temps que vous êtes à la VIH? Alors moi, je suis à l'association Valentin à Huy depuis 2016. 2016, parfait. Puis au fil du temps, là, j'imagine que vous avez quand même vu la technologie évoluer un petit peu. Oui, alors moi, je suis privilégié parce que je suis le responsable du CERTAM. Le CERTAM, c'est le Centre d'évaluation et de recherche sur les technologies pour aveugles et malvoyants. En fait, on est un centre de ressources technologiques en France, unique, et on évalue toutes les aides techniques qui arrivent sur le marché et qui sont de nature à pouvoir donner de l'autonomie aux personnes aveugles. Donc on évalue du matériel, je ne sais pas, des lecteurs audio, des afficheurs braille, des bloc-notes braille, des loupes, des téléagrandisseurs, bref, tout ce qui peut aujourd'hui aider la personne qui est aveugle ou qui est malvoyante dans sa vie de tous les jours et aussi dans sa vie professionnelle. Et donc à ce titre, effectivement, on voit que la technologie, elle évolue et elle évolue constamment et que aujourd'hui, on a notamment de grandes innovations avec l'apparition des lunettes connectées, l'évolution avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas passer à côté. Dans le guidage des personnes. Enfin bon, il y a énormément de technologies aujourd'hui qui progressent et qui, de fait, apportent un confort supplémentaire aux personnes qui ont perdu la vue ou qui voient pas très bien. Effectivement. Je vais finir avec une dernière question. Si un génie apparaissait et vous offrait un souhait en termes de technologie, qu'est-ce que vous pourriez améliorer dans la technologie qui est disponible? Ce serait quoi? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de souhaits comme beaucoup de gens. Aujourd'hui, je pense qu'il serait important de pouvoir permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir gérer le tactile. Parce qu'aujourd'hui, le tactile, il est omniprésent
dans la vie, dans notre vie. Mhm. Et à part sur des supports comme le téléphone où il y a un vrai travail qui a été fait, mais il existe encore beaucoup d'autres supports où le tactile est présent. Et aujourd'hui, il est très difficile à utiliser par une personne déficiente visuelle. Et je pense que grâce aux innovations qu'on voit arriver, ça serait super si le tactile n'était plus une barrière demain. Excellent. Très bonne réponse. Ben écoutez, Manuel Pereira, merci beaucoup de votre temps et puis on va certainement se reparler bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir écouté. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires et suggestions. Vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse balado@humanware.com. Et on se retrouve dans 3 mois.